Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Partons aujourd'hui à la découverte d'un objet ordinaire au destin extraordinaire. Il s'agit du violon du Titanic et je vais maintenant te raconter son histoire. Le mercredi 10 avril 1912, en début d'après-midi, une foule immense a envahi les quais du port de Southampton sur la côte sud de l'Angleterre. Sous un ciel gris typiquement britannique, des dizaines de journalistes et des centaines de curieux sont venus admirer celui que l'on présente depuis des semaines comme le géant des mers, la merveille des merveilles, l'insubmersible. Dans une atmosphère survoltée, les badauds se pressent et se bousculent. Tous volaient aux premières loges pour assister à l'embarquement des passagers prestigieux du Titanic, le plus imposant et luxueux paquebot jamais construit de l'histoire. Sur le pont supérieur, un quintet en uniforme est chargé d'accueillir les clients de la première classe sur l'air de la White Star March, l'hymne officiel de la compagnie maritime. Wallace Hartley, violoniste et chef de la petite formation, n'aurait pu espérer diriger de meilleurs musiciens. Il les a lui-même sélectionnés, quelques semaines auparavant, en prenant en compte leur qualité musicale bien sûr, mais aussi leur personnalité. Car Wallace savait qu'ils devraient partager leur quotidien dans une proximité tout intime. Pendant les quelques jours que durerait le voyage inaugural du paquebot entre Southampton et New York, les membres de l'orchestre devraient en effet dormir dans la même cabine. Une cabine de seconde classe, assez étroite, sur le pont inférieur. Alors Wallace avait voulu trouver des virtuoses formés à l'école de la rue. Avec eux, je ne m'ennuierai pas pendant la traversée, c'est sûr, estimait-il. Ils auront toujours des anecdotes croustillantes à raconter lors des longues soirées où le Titanic voguera seul dans l'immensité de l'Atlantique. Au cours de leurs carrières respectives, ces musiciens avaient en effet parcouru le pays, et parfois même les mers, au contact des populations bigarrées, des music-halls, des cafés enfumés, des théâtres ou des croisières. Ils étaient habitués à jouer en formation, ce qui prévenait, en outre, pensait Wallace, d'éventuelles querelles d'ego. N'oubliez pas les gars, nous faisons partie du commerce des services. Nous sommes des serviteurs jouant de la tribune des troubadours, avait lancé le violoniste aux membres de son quintet, avant de prendre place sur le pont supérieur du bateau. Tous avaient acquiescé. Dans leur veste d'uniforme au parement vert, fournie par l'agence de musiciens des frères Black, leur employeur, ils donnaient déjà l'image d'une troupe unie. À voir l'enthousiasme de Wallace ce jour-là, affichant son sourire en coin au charme ravageur, personne n'aurait pu imaginer qu'il avait failli ne jamais monter à bord du Titanic. Non pas que la vie sur un navire lui ait causé quelque appréhension, Wallace était coutumier des croisières. Depuis quelques années déjà, il gagnait sa vie en jouant sur les transatlantiques. Le trentenaire fringant, bel homme brun à la silhouette élancée, s'était récemment illustré à la tête des orchestres du Lusitania et du Mauritania, les paquebots de la compagnie maritime Cunard Line. Mais à l'approche de son mariage, prévu dans l'année, il avait hésité à quitter une nouvelle fois l'amour de sa vie, Maria Robinson. Une augmentation de salaire et l'assurance de se faire un nouveau carnet d'adresses avaient toutefois fini par le convaincre de rejoindre la croisière in extremis. Maria avait compris et l'avait laissé partir. Elle était d'un naturel doux, voire légèrement effacé. Avec sa longue chevelure mordorée et sa silhouette aux formes généreuses, la jeune fille avait fait chavirer le cœur du jeune violoniste dès leur première rencontre à Leeds, dans la région du Yorkshire, près de 10 ans en arrière. Alors qu'il maniait son archet au sein de la Bridlington Parade Orchestra, Wallace avait été happé par le visage enjôleur de cette jolie jeune fille qui se détachait nettement parmi la foule des spectateurs. Ce jour-là, il n'avait joué que pour elle, oubliant tout ce qui l'entourait, pour savourer la délectation que lui procurait cette soudaine apparition. Il apprit ensuite à la connaître, découvrant qu'elle était la fille d'un couple de riches industriels du Yorkshire ayant fait fortune dans le textile. Maria répondit favorablement aux avances de Wallace. Elle se laissa bercer par sa douce musique de la séduction, agréable, souriante et loyale, comme l'était le jeune violoniste, et finit par accepter sa demande en mariage, après des années de fréquentation, un jour de l'année 1910. En remerciement, Maria lui avait offert un modeste violon en bois de rose d'origine allemande, de l'école de Berlin ou de Dresde probablement, fabriqué en usine, sur lequel elle avait fait poser une petite plaque en argent avec ce message « Pour Wallace, à l'occasion de nos fiançailles ».
L'instrument ne devait plus jamais le quitter. En jouant la White Star March sur le pont supérieur du Titanic avec son nouvel orchestre, devant le défilé de toilettes à la mode parisienne de ces dames et les costumes taillés sur mesure de ces messieurs, Wallace a encore Maria dans un coin de sa tête. Il vient de passer une semaine idyllique à ses côtés, à son domicile de Boston Spa, dans le Yorkshire, se plaisant à imaginer leurs futures noces et le bonheur d'une vie à deux. Dès le premier jour à bord, Wallace constate toutefois que le rythme de travail trépidant ne lui laissera que peu de temps pour ses pensées romantiques, car les concerts s'enchaînent presque sans interruption, de l'heure du thé jusque tard dans la soirée, afin d'accompagner d'une note enjouée les cafés et cigares dont se délectent les voyageurs. La présence de 2 formations dans l'orchestre du Titanic, le quintet dans lequel joue Wallace et un trio au répertoire plus classique, permet de contenter tous les passagers de première classe, ceux qui partagent leur dîner dans la grande salle à manger, comme ceux qui lui préfèrent l'ambiance plus intimiste du restaurant à la carte. Avec cet emploi du temps surchargé, Wallace trouve à peine le temps de donner des nouvelles à ses parents, qu'il regrette de n'avoir pu saluer avant l'embarquement. « Juste quelques lignes pour vous dire que nous avons entamé la traversée sans problème », écrit-il le 10 avril, alors qu'il vient de s'installer dans sa cabine. « Tout s'est enchaîné à une vitesse folle ici et je commence à peine à prendre mes quartiers. » La lettre est envoyée le lendemain, jeudi 12 avril, lors de l'escale effectuée à Queenstown, en Irlande, durant laquelle 120 personnes supplémentaires embarquent. Le Titanic est désormais au complet, avec plus de 1300 passagers. Quelques heures plus tard, à la tombée du jour, après avoir longé la côte sud de l'Irlande, le navire pénètre dans l'Atlantique. Le voyage inaugural peut alors réellement commencer. Les 4 premiers jours de la traversée se passent dans l'allégresse générale. La mer est d'huile, le ciel limpide, les conditions de navigation idéales. Les participants à la croisière paraissent enchantés, tandis que les musiciens se félicitent déjà de l'argent qu'ils vont pouvoir amasser et de la belle réputation qu'ils sont en train de se tailler. Les concerts donnés par le quintet dans la salle de réception de première classe, après le dîner, rencontrent en effet un immense succès. L'affluence y est telle que certains convives prestigieux doivent se résoudre à s'asseoir sur les marches de l'escalier pour l'entendre. Le soir du dimanche 14 avril, le temps se rafraîchit nettement. Le Titanic fend alors, à une vitesse d'environ 22 nœuds, les eaux de l'Atlantique Nord dont la température est passée en dessous de zéro. Les dames enfilent les fourrures pour se déplacer sur le pont. Après le repas, vers 21h, quelques passagers rejoignent la Palmeraie, un salon jouxtant le fumoir, où ils discutent en écoutant distraitement la partition musicale des contes d'Hoffmann. À 23h, le navire s'endort doucement. La plupart des voyageurs ont rejoint leur cabine. Les musiciens ont rangé leurs instruments. Seules les conversations de quelques bridgeurs invétérés se font encore entendre, mêlées au ronronnement lancinant des machines et des hélices qui font résonner le paquebot depuis son départ de Southampton. Les clients du Titanic se sont rapidement habitués au bruit de la respiration de ce géant des mers et personne désormais ne semble plus y prêter attention. Pourtant, lorsque, à 23h45, un silence retentissant emplit le navire pour la première fois de la traversée, comme si le paquebot était soudainement maintenu en apnée, les quelques personnes encore éveillées à bord s'interrogent. Certains ont entendu un léger grincement précéder ce calme inattendu. Le Titanic vient de heurter, sur tout le long de sa coque, un iceberg s'érigeant sur près de 30 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Le choc a été à peine perceptible. Dans l'obscurité de cette nuit d'avril, le bloc de glace reste invisible aux yeux des curieux montés sur le pont. On ne s'inquiète donc pas. Le transatlantique est insubmersible de toute façon. Les journalistes l'ont suffisamment répété dans leurs colonnes pour ne pas mettre en doute cette version. Alors, lorsque les stewards intiment l'ordre aux passagers, environ une demi-heure plus tard, d'enfiler leur gilet de sauvetage se trouvant dans leur cabine, c'est l'incompréhension générale. Pendant que les matelots s'attellent à descendre les canaux de sauvetage sur les ponts à bâbord et à tribord, l'orchestre du Titanic, dont les 8 musiciens du quintet et du trio, en costume de scène, sont pour la première fois réunis en une seule formation. L'orchestre fait patienter les passagers dans la salle de réception de première classe. Ordre a été donné à Wallace d'interpréter des airs entraînants.
Le signal est clair. Le capitaine veut donner l'impression que la situation est parfaitement sous contrôle et qu'il n'y a pas de raison de céder à la panique. Interprétant des morceaux de ragtime, les virtuoses affichent un large sourire devant leur public, même s'ils sentent sous leurs pieds que le plancher commence sérieusement à pencher. À minuit 40, les canots sont arrimés et les passagers invités à rejoindre le pont. Wallace et son orchestre les suivent. Ils s'installent à tribord avec leurs instruments. Malgré le peu d'attention qu'il leur est accordé, ils continuent de jouer sous l'air glacé, leur gilet de sauvetage à côté d'eux, pendant que les clients agglutinés sur le pont hésitent encore à monter dans les embarcations. Seule une quinzaine de femmes prennent place dans le canot numéro 7, le premier à descendre le long de la coque noire de 25 mètres de haut, alors qu'il pourrait contenir plus de 60 personnes. Car à cette heure de la nuit, on ne croit pas encore à la menace d'un naufrage imminent. Matelot et Stewart affichent d'ailleurs un air détendu. Ils s'amusent de l'allure des passagers qui ont enfilé leur gilet de sauvetage, pour certains par-dessus leur tenue de soirée, pour d'autres directement sur leur pyjama. Mais 20 minutes plus tard, les plaisanteries ont cessé. L'inclinaison vers l'avant du paquebot et sa gîte sur tribord ne laisse plus aucune place au doute. Tous ont compris que le désastre était inévitable et l'angoisse se dessine à présent sur tous les visages. Le capitaine Smith, mégaphone à la main, a accéléré les opérations. Les canots, cette fois-ci au maximum de leur capacité de chargement, descendent à un rythme plus soutenu. Chacun sait qu'une place à bord de ces embarcations représente un ticket pour la vie. Ceux qui resteront à bord, une fois les dernières barques servant à l'évacuation descendues, n'auront d'autre choix que d'attendre patiemment la mort. À moins qu'ils ne décident de se jeter dans les eaux glaciales de l'Atlantique pour mettre fin plus rapidement à leur agonie. La panique est palpable sur le pont. Malgré la menace, l'ordre de sauver en priorité les femmes et les enfants est respecté avec dignité à tous les échelons. Un rescapé britannique de seconde classe, Lawrence Besley, témoignera plus tard. Beaucoup d'actes de courage s'accomplirent cette nuit-là, mais aucun n'égala le cran de ces quelques hommes qui continuèrent à jouer, minute après minute, pendant que le navire s'enfonçait de plus en plus dans la mer. La musique qu'ils interprétaient leur servant autant d'inoubliables requiem que leur valant le droit imprescriptible d'être gravés à jamais sur les tablettes de la gloire éternelle. Il est maintenant 1h55. Dignement, Wallace et ses hommes ont laissé les derniers canots de sauvetage partir, ne laissant rien transparaître dans leur musique, de leur émotion. Un groupe d'hommes, dont certains fument des cigarettes, tapent du pied en rythme devant la formation. Les mélodies sont toujours gaies, valse, ragtime ou quadrille écossais. À bâbord, le pont des embarcations s'approche pourtant dangereusement des vagues. 3 mètres seulement le séparent désormais des eaux glaciales. Le géant des mers sera entièrement avalé par l'océan dans quelques minutes. Bientôt, la gîte prise par le navire ne permet plus aux musiciens de tenir leurs instruments. Une onde effleure maintenant leurs pieds dans un baiser macabre. Wallace baisse son archet et dégage son menton de son violon rose. « Ce fut un honneur de jouer avec vous, messieurs, » dit-il solennellement à ses hommes. Puis il range lentement l'instrument dans une valise en cuir ramenée de sa cabine. Un silence tonitruant résonne alors sur le pont. Les quelques hommes restés à bord avec les musiciens, des marins, des mécaniciens, des stewards, se réunissent en cercle. En se serrant les mains, ils prononcent en chœur un simple goodbye, empli d'émotion. Il est près de 2h20. Quelques secondes plus tard, le groupe a disparu dans les flots, englouti avec la carcasse du Titanic, ce géant aux pieds d'argile que l'on disait pourtant invincible. Quelles furent les dernières pensées de Wallace Hartley pendant son agonie dans les eaux glaciales de l'Atlantique? Personne ne le saura jamais. Son corps fut retrouvé 2 semaines après le naufrage par le navire câblier Mac et Bennett. Wallace portait, attaché à son corps, la valise dans laquelle il avait rangé son instrument. Le violon fut envoyé par les autorités canadiennes à Maria Robinson. Inconsolable, la jeune femme se fit la promesse de ne jamais se marier de son existence. Elle voulait rester l'éternelle fiancée de son unique amour. Elle garda précieusement le violon jusqu'à sa mort d'un cancer de l'estomac en 1939. Il fut ensuite confié à l'armée du salut. Dans une lettre datant du début des années 40, un professeur de musique de l'organisation écrivait
Il est quasiment impossible d'en jouer, sûrement à cause de sa vie mouvementée. Puis on perdit la trace de l'instrument jusqu'à ce qu'il soit retrouvé dans un grenier en 2006. Après avoir été exposé dans quelques musées, le violon a été vendu aux enchères en 2013. Si aucun son ne s'échappera certainement plus de l'instrument, qui a trop souffert de son séjour prolongé dans les eaux glacées de l'Atlantique, il résonne malgré tout encore d'une jolie harmonie, celle qui exista entre Wallace Hartley et sa fiancée, Maria Robinson. Voilà comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.